ça arrive, ça fait partie de la vie des entrepreneurs. Ces aléas, je ne sais pas qui a vu le film Le sens de la fête de Bacri, mais c'est pareil, c'est la panne d'électricité en plein mariage, et ça secoue un petit peu les programmes. J'aimerais poser une question, si on peut mettre la lumière dans la salle pour savoir, si on peut, voilà, qui a déjà créé son entreprise dans la salle? Si vous pouvez lever la main. Oui, donc, allez, on va dire la moitié. Ah, plus de la moitié, pas mal. Qui a envie de créer? L'autre moitié. Ah, oui, pas mal. OK. Donc, mesdames, messieurs, vous savez comme ça qui est présent. Moi, j'ai juste un petit mot très court au nom du groupe Les Échos. On fait ces salons des entrepreneurs depuis 25 ans maintenant à Paris et plus récemment sur Marseille. On est très contents. Et moi, je peux simplement vous dire très modestement que plus que jamais, c'est peut-être le moment pour celles et ceux qui n'ont pas créé. Plus que jamais, c'est le moment de créer pour tout un tas de raisons. Et aussi, je ne sais pas, celles et ceux qui ont vu cet excellent bouquin de Nicolas Bouzou et Julia de Funès qui font une analyse sur la crise dans les entreprises et dans les grands groupes. Et le petit bandeau, je le recommande, ce bouquin, s'appelle « Comment les entreprises font fuir les meilleurs ». Comment les entreprises font fuir les meilleurs. Et je peux vous dire, pour voir pas mal de grands groupes aussi, privés ou publics et parapublics, les grandes entreprises ont du mal en ce moment à garder les talents. Elles sont engoncées dans le formol de leur certitude. Je ne sais pas qui avait dit ça. Donc il y a des opportunités extraordinaires pour aussi vous-même soit partir, si vous n'êtes pas forcément heureux dans les entreprises dans lesquelles vous êtes, et créer votre boîte, soit aller chercher des talents. Bon voilà, moi c'était le message du jour. 2 personnes en 1 minute qui viennent. Didier Parakian vient à côté de moi et Jean-Luc Chauvin. Alors Didier Parakian, c'est l'adjoint au maire aux côtés de Jean-Claude Gaudin en charge de l'économie. Jean-Luc Chauvin, c'est le patron de la Chambre de commerce. Je veux qu'ils disent un mot, hein, le patron, le boss, entrepreneur. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas des discours institutionnels, ils sont les pieds dans la glaise, ils ont été entrepreneurs tous les deux. Je ne sais pas, alors Didier, toi, tu as eu des échecs. Ça arrive, les échecs, non? Ou tu n'en as pas eu dans ta vie d'entrepreneur? Comme tous les... Voilà. Oui. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, je suis très heureux de vous voir si nombreux. Vous savez, ce salon des entrepreneurs, on est allé le chercher avec la Chambre de commerce il y a 4 ans. Et on est très heureux aujourd'hui parce que vous allez être, entre aujourd'hui et demain, plus de 11 000. Ce salon, il est fait pour vous, pour créer, pour échanger, pour nouer des contacts et pourquoi pas pour signer des contrats. Marseille est une terre fertile où il fait bon d'entreprendre. Et cet après-midi, Jean-Claude Gaudin sera présent pour accueillir les nouveaux arrivants entrepreneurs. Et ils sont plus de 11 259. C'est ce chiffre qui m'a été donné par l'URSSAF. En 2017, on n'avait jamais atteint un chiffre aussi important. Ça veut dire que ici, les voyants sont au vert. C'est plus de 8% par rapport à l'année dernière. Et on accueille les entrepreneurs et les grandes entreprises grâce à Provence Promotion. Il y a eu 68 entreprises nouvelles et des grands groupes américains, indiens, africains qui sont venus s'implanter sur notre territoire, chinois. Bref, vous êtes les bienvenus ici. Profitez. Alors effectivement, moi, si j'avais un conseil à vous donner en tant qu'entrepreneur, il y a 25 ans, j'ai créé mon entreprise, mais le conseil, il est toujours d'actualité. C'est bien sûr beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, du courage, et puis, je dirais, beaucoup de culot. C'est les succès de la réussite, et je suis certain que vous serez au rendez-vous. Allez, ayez confiance en Marseille, ayez confiance en notre territoire qui est en pleine métamorphose, et on a besoin de vous pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse et continuer cette belle métamorphose. Merci beaucoup et bon salon pendant ces 10 jours. Merci. Il n'y a que les institutionnels qui sont passés par des parcours de création d'entreprise qui peuvent être aussi courts. Merci. Allez, Jean-Luc, à toi. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je ne vais pas faire du tout de discours institutionnel, je vais juste vous donner un sentiment de chef d'entreprise. Le plus beau métier du monde, c'est d'être chef d'entreprise, parce que tous les matins, on recommence tout le temps. Et il y a plusieurs verbes derrière nous. Moi, j'adore celui qui est oser. Parce qu'oser, ça veut tout dire. Alors, oser, pour ceux qui ne sont pas encore entrepreneurs, vous êtes nombreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut y aller. Il faut se lancer. C'est pas grave si c'est compliqué. C'est pas grave si vous vous plantez. C'est pas grave tout ça. Le principal, c'est d'y aller. Parce que si vous ne réussissez pas la première fois, vous réussirez la fois d'après. Même si ce n'est pas dans notre culture, en Europe et en France, c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Il n'y a pas de chef d'entreprise qui n'ait pas connu un échec à un moment donné ou à un autre. Donc, allez-y, osez.
Et c'est un super métier. Pour ça, on est là pour vous accompagner. Dans le salon, vous verrez beaucoup de monde, les équipes de la Chambre, les équipes des experts comptables, pour vous sécuriser au maximum. Mais de toute façon, on apprend plus de ces échecs. Premier point. Deuxième point, pour ceux qui sont déjà entrepreneurs, il faut continuer à oser. Il faut oser vouloir grandir. C'est pas grave les seuils. C'est compliqué, mais c'est pas grave. On sait tout faire. Il faut oser aller à l'export. On est placé sur un territoire qui est au cœur, qui est le terrain de jeu entre l'Europe et l'Afrique. L'Afrique, 750 millions de francophones en 2030. Il y a un marché fabuleux pour nous, puisqu'il y a un certain nombre de retards. Il y a un certain nombre de sujets où ils sont en avance aussi. Mais il y a un marché fabuleux pour nous, sans la barrière de la langue, de l'autre côté de la Méditerranée, à 1, 2, 3 heures d'avion, à 1 journée de bateau, 1 jour et demi, 2 jours. Donc il faut oser faire grandir nos entreprises, il faut oser aller à l'export, et on est là pour vous accompagner, la Chambre de commerce. Voilà. Et puis finalement, pour les élus qui sont là et la ministre qui est dans une salle à côté, mais je sais que quelqu'un lui rapportera, la meilleure solution pour faire diminuer le chômage en France, c'est de faire le plus d'entrepreneurs possible. C'est que vous puissiez vous lancer et que vous puissiez créer vos entreprises, parce que quand vous aurez créé votre premier emploi, ensuite vous aurez envie d'en créer un deuxième, un troisième, un quatrième, et c'est la seule solution pour faire descendre le taux de chômage de ce pays et ne jamais continuer avec un taux aussi important. Voilà ce que je veux vous dire. Allez-y, osez, c'est fabuleux d'être entrepreneur, c'est une très belle aventure. Bonne journée à tous, profitez, et bonne création pour ceux qui veulent se créer. Merci, on vous laisse. Un grand merci à Gérard Gazet qui représente la métropole et la région aussi présente, parce qu'il n'y aurait pas de salon sans ces grands partenaires. Je passe le bâton à David Barou, chez nous aux Échos, qui est rédacteur en chef alors, de toute la partie entreprise. Donc voilà, c'est à toi de... Merci Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis rédacteur en chef aux Échos. Je m'occupe de la partie entreprise. Donc, c'est les gens comme vous, en fait, qui nous font vivre. On est le journal qui raconte la réussite des entrepreneurs, les petits, les grands, les moyens, et ceux qui grandissent. On raconte la vie des entreprises au quotidien, et on est un journal qui accepte de parler des entreprises, même quand elles vont bien. L'idée ce matin, c'est de vous faire rencontrer des entrepreneurs et qu'ils soient là pour témoigner. Pour gagner du temps, parce qu'on a pris un petit peu de retard, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander à chacun des entrepreneurs de vous présenter ce que les Américains appellent un elevator pitch. Vous avez 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes maximum. Vous êtes dans un ascenseur avec quelqu'un et vous devez lui présenter votre boîte. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Je commence tout là-bas, au fond, à droite, par Séverine. Bonjour à tous, je suis Séverine Grégoire, j'ai 37 ans, j'ai créé ma première société quand j'avais 25 ans. C'est un site de e-commerce qui s'appelle monshowroom.com. que j'ai gardé pendant 10 ans et que j'ai revendu au groupe Casino. Et après cette première aventure, j'avais toujours envie d'entreprendre et j'ai monté une deuxième société qui s'appelle Mes Docteurs, qui est un site de téléconsultation médicale et que j'ai revendu l'hiver dernier. Et j'accompagne maintenant quelques startups. Super, on reviendra plus en détail. Jeanne. Bonjour, Jeanne Massa, j'ai alors du coup 48 ans. Je me suis lancée il y a 4 ans sur Habiteo. Habiteo, ça permet de visiter des appartements qui ne sont pas encore construits. Donc c'est de la modélisation 3D, c'est beaucoup de technologie derrière et on a industrialisé toute cette partie-là. On va un petit peu plus loin, on accompagne toute la promotion immobilière et toute la partie de commercialisation des logements neufs. J'ai un parcours un peu hétéroclite. J'étais sur la Fourchette avant. Il y en a beaucoup qui connaissent certainement ce super site. Et je m'occupais de toutes les opérations. Et puis avant, j'étais dans d'autres grosses boîtes de restauration rapide, Pizza Hut, KFC, où j'ai lancé le site de livraison, le premier site de livraison de pizza au monde. Voilà. Super. Gaël. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Gaël Despériès, j'ai 40 ans, je suis ingénieur. Et j'ai créé il y a 2 ans Scavengy. Scavengy veut démocratiser l'autoconsommation électrique grâce à un boîtier en fait, qu'on installe chez soi, au bureau, dans une salle de classe, qui permet de produire un petit peu d'électricité en toute liberté, de la manière dont on veut, y compris avec des sources artisanales ou low-tech. L'idée, c'est vraiment de mettre l'énergie entre les mains de tout le monde et d'enclencher le volet citoyen de la transition énergétique. Corinne, quand j'ai lu votre profil, vous êtes qualifiée de Starchitecte. Alors, qui êtes-vous, Corinne? Bonjour. Je suis Corinne Vezzoni, je suis architecte installée à Marseille et Paris et j'ai créé mon cabinet il y a 18 ans. Mais j'ai fait le choix d'orienter mon travail autour des grandes compétitions publiques donc qui constituent musées, bibliothèques, universités, hôpitaux, tous les grands sujets publics, aussi de mobilité,
et je me bats pour essayer de maintenir la qualité contre la médiocrité de la production parfois immobilière. Super. Un mot, Gérard? Gérard Gazet, donc, je suis aujourd'hui maire d'Aubagne, vice-président du département et de la métropole, mais avant ça, j'ai fait 10 ans dans le BTP. Je travaillais pour une boîte locale qui s'appelait la Comex. Je travaillais donc sur la plateforme de forage. Et puis ensuite, j'ai bossé 25 ans pour une entreprise dans l'informatique. Première question pour chacun des entrepreneurs présents sur scène, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? Est-ce que vous avez eu peur au moment où vous vous êtes lancé? Pourquoi vous vous êtes décidé à un moment précis? Qu'est-ce qui a été le déclic qui fait qu'on passe du statut ou bien d'étudiant ou bien de salarié à celui d'entrepreneur et de patron potentiel? Je commence peut-être par Séverine. Moi, à 25 ans, j'avais bossé 2 ans à la Maison méditerranéenne de la mode avec Madame Vigouroux à Marseille. J'étais chargée de com, où j'avais fait le tour de mon poste et j'avais vraiment envie de me lancer. Et avec ma meilleure amie, on en a parlé et on s'est dit que c'était une bonne idée. Et puis à 25 ans, je crois qu'on n'avait rien à perdre. On ne s'est pas posé beaucoup de questions. Enfin, on a un peu réfléchi quand même pour se lancer, mais on n'a jamais eu peur justement de l'échec. On s'est dit on y va, on va voir, et si ça ne marche pas, on fera autre chose. Et voilà, on s'est lancé un peu sans réfléchir. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui se posent des questions, qui ont des idées, qui ont envie d'entreprendre, mais qui se posent un peu trop de questions. Et si, à force de trop modéliser, de réfléchir et d'attendre, finalement, on n'y va pas. Et moi, je pense qu'une start-up, ça se lance dans l'imperfection. On y va et on ajuste. Et voilà, on reste agile, on pivote. Et voilà, même sur ma deuxième boîte, au départ, j'étais partie sur un business très B2C. Et finalement, ça a marché moyen et on a pivoté totalement sur du B2B et la boîte, elle a cartonné pour ça. Donc voilà, il faut se lancer et on ajuste le tir au fur et à mesure. Donc c'était l'envie. En même temps, quand vous vous êtes lancé, vous êtes lancé dans la mode. Vous n'étiez pas une spécialiste de la mode, vous étiez une consommatrice, mais pas une créatrice. Et vous êtes lancé dans un univers techno. Vous n'aviez pas un bagage techno. Est-ce que ces handicaps vous ont pas quand même un peu freiné au départ? Non, c'est vrai qu'on n'avait pas de background entrepreneur, pas de formation pour ça. C'est vrai qu'on n'avait pas de formation spécifique, mais on avait déjà l'envie. Et on est toujours parti d'un constat d'usage. En fait, on se plaçait en tant que consommateur pour mes 2 boîtes. Et on s'est dit, si nous, on réfléchit comme ça, d'autres personnes doivent avoir le même besoin. Et c'est la raison pour laquelle on s'est lancé. Et après, on s'est entouré. C'est vrai qu'on n'avait pas de compétences techniques, par exemple, pour créer un site Internet. Voilà, on a travaillé avec des freelances qui ont réalisé notre premier site Internet. Et voilà, on avait une idée précise de là où on voulait arriver. Et on s'est organisé pour y arriver. Jeanne, le moment qui vous a donné envie de vous lancer et les premières peurs ou craintes ou trucs que vous avez eu à redouter au départ? À 44 ans, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « mais t'es complètement malade. T'as 2 enfants, t'es marié, tu remets tout en question. » Et voilà. Moi, ce qui m'a donné l'envie, c'était le tour de table. Et l'idée m'a été apportée par un entrepreneur qui partait en retraite, par un entrepreneur et un promoteur qui partait à la retraite, qui me dit « moi, j'aurais rêvé d'avoir ça ». Et puis un ingénieur qui avait eu quelques boîtes avant, qui est un business angel averti, et qui du coup a dit moi la partie tech, je sais ce qu'il en est, et j'étais capable et on est capable de l'apporter. Et puis bien sûr le geek, la rencontre du geek, qui permet à un moment de développer cette technologie. Après, moi, ma force, c'était simplement de pouvoir emmener des grandes équipes. Et je pense qu'une entreprise, une start-up ou quelque entreprise qui soit, elle se construit sur la base d'équipes. On ne gagne pas tout seul. C'est une aventure qu'on ne fait pas tout seul. On le fait avec ses proches. Parce que, moi, j'avais déjà une famille, mais je pense que vous, c'est vos amis et votre famille aussi, au sens élargi, qui vit toutes ces montagnes russes. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une grande ligne où on est tous en train de partir vers le haut. On est plutôt sur des montagnes russes. Et puis après, il faut être assez sportif parce que c'est pour moi un marathon sprinté. Voilà, pour faire vite. Ça ne s'arrête jamais et il faut engranger les équipes. Donc voilà, moi, c'était vraiment cette partie-là, l'envie de se dire, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et en fait, on peut entreprendre à tout âge. 25 ans, 44 ans. Gaël, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous lancer ? Un petit peu le même contexte. Dans mon cas, c'était pas si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. C'était plutôt si je le fais pas maintenant, je le regretterai toujours. Moi, j'ai eu un petit peu pareil, un début de carrière assez classique. J'ai fait lorsque j'ai fondé Scavengy,
J'avais été salarié pendant 15 ans dans l'énergie, dans des grands groupes, sur de gros projets. Et il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui ne me convenaient plus. L'idée derrière Scavengy, elle me trottait dans la tête depuis un petit moment déjà, pas mal d'années, mais il n'y avait pas vraiment de modèle d'affaires, c'était un petit peu un hobby, c'était quelque chose que je ressortais du placard quand ça allait mal au bureau. Et puis il y a eu un faisceau de circonstances qui ont fait que tout à coup, il a été possible de me lancer et j'ai dû prendre la décision de le faire. Et c'était plein de choses. C'était l'évolution de la société qui devenait plus favorable à des projets comme Scavengy, qui n'auraient pas pu se faire il y a 10 ans. C'était mon contexte professionnel où il y avait de moins en moins de perspectives parce que la boîte n'allait pas très bien. Et puis un jour, j'ai entendu parler d'un plan de départ volontaire. Et là, il a fallu vraiment se poser de vraies questions, en discuter avec mon entourage, réfléchir à ce que je voulais vraiment. Et il y a un moment où, effectivement, il faut prendre une décision. On n'a presque aucune carte en main et on doit décider de jouer comme il faut celle qu'on a. Donc, on décide à un moment de dire, bon, bah, j'y vais pas. Qu'est-ce que je risque si j'y vais et qu'est-ce que je risque si j'y vais pas? Et dans mon cas, c'était plutôt le qu'est-ce que je risque si j'y vais pas. Et je me suis dit qu'après tout, il n'y a pas un moment dans la vie où on peut devenir entrepreneur. Il y en a plein. Et ce moment-là était un bon moment et j'ai décidé d'y aller. Corinne, quand est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'il y a eu un déclic, pareil, vous vous êtes dit, je peux rester dans des cabinets d'architectes qui existent déjà et être une salariée, ou est-ce qu'un jour on se dit, j'ai envie de créer ma propre boîte? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Je ne pense pas avoir à aucun moment pensé monter une boîte ou créer une entreprise. Ce n'était pas l'objectif. D'ailleurs, je pensais travailler seule au départ, puis on se rend bien compte, vous l'avez dit, que seul, on n'est pas grand-chose. Mais en architecture, il me semblait important pour moi de participer à ce qu'était à la collectivité, à ce qu'on pouvait apporter, à notre contribution à une société et à une manière de vivre l'espace public, de vivre les villes. Et ça, c'était important pour moi. Et aussi de travailler plastiquement, c'est-à-dire artistiquement. Et dans le monde artistique, eh bien, on a chacun son style. C'est très difficile. Vous l'avez sans doute vécu pour la mode aussi. J'avais envie de développer quelque chose en quoi je croyais. Et pour cela, il fallait que je le fasse par moi-même, parce que sinon, on rentre dans des cabinets d'architecture et on s'adapte à l'écriture ou au style d'un architecte qui est l'architecte qui... Voilà. Donc ça, c'était pour moi important. Jamais, à aucun moment, je me suis dit, je vais monter une entreprise. Ce que je voulais, c'est participer à la société et au débat. On a là en fait 4 entrepreneurs, ils ne sont pas tous de Marseille. On a Marseille, Nice, Paris et Cassis, si j'ai bien compris, enfin, entre les pas très loin. Est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui vous semblent plus porteurs que d'autres pour Marseille, pour la région? Quel est aujourd'hui, ou est-ce qu'il n'y a pas de secteur à privilégier? Votre question est moins glamour que pour mes petits camarades qui sont assis là. Vous rentrez directement dans le vif du sujet. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup d'admiration. Nous avons beaucoup d'admiration, nous les élus, pour les chefs d'entreprise. Alors, je suis un ancien salarié, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et notre rôle à nous, c'est un peu comme vient de dire Corinne à l'instant, c'est de contribuer finalement à améliorer le développement des entreprises. Notre rôle à nous, il est simple, il est de dire, mettons toutes les conditions en place pour que les chefs d'entreprise puissent se développer. C'est ça la vraie question de fond qui nous occupe aujourd'hui. Et si dans un passé qui n'est pas si lointain que ça, finalement chaque institution prenez des décisions sans travailler avec les autres, eh bien, ce qu'on souhaite faire, nous, ici, aujourd'hui, et notamment la métropole sous l'égide de Martine Vassal, c'est de contribuer à avoir une vision commune et collective au niveau des institutions. Parce que notre souci, encore une fois, il est simple, c'est de donner les meilleures conditions de développement aux entreprises, que ce soit les créateurs d'entreprises comme on a dans la salle aujourd'hui, ou bien aux entreprises qui existent actuellement pour se développer. Alors, à votre question, qui n'était pas glamour, mais il faut que j'y réponde quand même, je dirais qu'il y a effectivement 6 grandes filières sur lesquelles donc, nous travaillons au niveau de la métropole, des filières plutôt traditionnelles, je dirais, tout ce qui touche, donc, bien qu'ils ne sont pas exemptes d'innovation non plus, hein. Tout ce qui touche donc bien sûr l'aéronautique et la mécanique, tout ce qui touche bien sûr le maritime, la logistique, et puis tout ce qui touche bien sûr l'environnement et l'énergie, qui sont quand même ça des facteurs extrêmement innovants. Et à côté de ça, on travaille bien sûr sur d'autres filières qui sont celles du numérique et des entreprises créatives, bien évidemment, et sans oublier 2 secteurs qui sont très traditionnels, mais aussi combien innovants, le tourisme et la santé. C'est ça les 6 grandes filières sur lesquelles nous travaillons collectivement. Et quand je dis collectivement, c'est avec l'ensemble des acteurs économiques du territoire.
quand on est entrepreneur et que l'entreprise réussit et est en croissance, on était peut-être avant ou salarié ou étudiant, et puis d'un seul coup on devient patron, ça veut dire qu'on est aussi manager, on doit gérer des équipes, pas toujours évident. C'est quoi les premières leçons de management quand on est un entrepreneur qui réussit, qui embauche et qui doit gérer des équipes, les bonnes et peut-être mauvaises surprises du rôle de manager selon vous? Séverine, oui. Nous, ça a été un peu compliqué parce que c'est vrai qu'on avait 25 ans avec mon associé et moi, toutes les deux. On n'avait pas d'expérience en termes de management et on s'est pas mal planté au départ sur les recrutements parce qu'on recrutait des gens. On a plutôt tout fait au feeling au départ et c'était un peu la cour d'école et c'était compliqué d'avoir des relations personnelles et professionnelles avec les gens. Donc ça, c'était vraiment très difficile. Et puis après, on a appris sur le tas. Nous, on a été entourés de business angels qui nous ont beaucoup conseillé sur la partie RH. Donc ça, c'était pas mal. Et après, on a appris et on a appris à recruter parce qu'effectivement, avoir une entreprise, c'est pas une aventure solo. Hein, c'est vraiment. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui me plaît, c'est-à-dire c'est de pouvoir partager mon idée avec mon équipe, de fédérer des gens autour de cette idée. Et il n'y a rien de plus magique quand on voit qu'on a réussi à vraiment convaincre toute l'équipe et que l'équipe porte le projet avec vous. Et nous, ensuite, on a recruté tout un middle management qui avait beaucoup plus d'expérience que nous, qui était plus âgé et qui nous a beaucoup apporté. Alors, c'est vrai qu'au départ, on a recruté des gens qui ont payé beaucoup plus que nous, qui avaient 10 ans d'expérience, mais qui nous ont apporté énormément. Et je pense que sans ces personnes-là, on n'aurait pas pu réussir. Donc, c'est vrai que c'est hyper important de savoir s'entourer et de savoir reconnaître aussi où sont nos limites, parce qu'on est chef d'entreprise, on a des idées, on a de l'énergie, mais tout seul, on ne va pas loin. Et donc voilà, il faut savoir dire, sur cette partie-là, j'ai besoin de compétences qui vont pouvoir m'accompagner. Jeanne, première leçon de management? Oui, alors moi j'avais un peu d'expérience quand même et effectivement je suis arrivée sur la fourchette. Là c'était mon premier switch dans la start-up en sortant d'un grand groupe américain. Quand je suis arrivée sur la fourchette, j'ai pris une équipe de 20 personnes. En 2 mois on était à 190. Donc là tout va très très vite. Il faut miser sur les gens qui sont là. Parce que très clairement, comme ce qu'on fait aujourd'hui sur Habiteo, où on est déjà une petite soixantaine, et c'est de miser sur ceux qui ont porté le produit dès le départ, de les faire évoluer, de les faire grandir. Moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment de construire des équipes, d'emmener et de construire le projet avec eux. Après, il est important aussi, sur là où on n'a pas les compétences, d'être capable de se faire accompagner. Et nous, on a peut-être évité la période garage, un petit peu parce que j'avais aussi des cheveux blancs et ça aidait à faire quelques points plus vite. Mais il ne faut pas avoir peur d'investir. Il ne faut pas avoir peur d'investir sur des compétences d'expérience en accompagnement. Pas forcément de les intégrer d'ailleurs, mais simplement, moi je les ai pris en coach. Là, aujourd'hui, il y a 2 coachs qui bossent pour Habiteo et qui sont en train de faire gagner les 2 ans d'expérience qui manquent à mes directeurs de BU pour les faire grandir. Voilà. Bonne leçon. Gaël? Oui, alors, Scavengy sort à peine de l'étape garage. Donc, je ne vais pas parler des gens que je n'ai pas encore recrutés, mais plutôt de la manière dont effectivement, j'ai perçu très tôt le besoin d'avoir absolument aucun complexe quand il s'agit de demander de l'aide, d'aller chercher des compétences à l'extérieur. Et finalement, je pense le trait managérial le plus important, c'est d'avoir une vision stratégique cohérente. Il faut savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on propose, à qui, comment, de quoi on a besoin. Et puis il faut explorer et trouver les compétences dont on a besoin. Donc moi j'ai eu besoin très très tôt de trouver des partenaires qui ont vraiment aidé le projet à décoller et à mûrir les premiers mois. C'était vraiment très très important. Mais à partir du moment où on n'a que son idée et son énergie, c'est très très important d'être très cohérent dans sa stratégie. Quand on est salarié, on n'a pas tous les leviers en main au niveau stratégique. On inscrit son quotidien dans un contexte qui existe déjà. On ne choisit pas ses clients, on ne choisit pas ses produits, on ne choisit pas son bureau, ses collègues. On fait avec de l'existant. Quand on crée une entreprise, on part d'une feuille vierge et on a toute liberté pour créer. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Il ne faut pas se laisser limiter
par ses propres lacunes. Moi, j'ai absolument aucune compétence en web marketing. Et ben, il a fallu que j'aille les chercher. Et cette cohérence-là, elle permet d'embarquer les premiers partenaires. Quand je suis arrivé au début avec l'idée de Scavengy, c'était flagrant. Bon, c'est le potager de l'énergie, Scavengy. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, le potager, c'est tout petit, ça ne m'intéresse pas ». Et puis, il y a d'autres qui disent « Ah bon, mais ça les intrigue ». Et ils veulent en savoir plus. Et en déroulant le fil et en s'apercevant qu'il y avait une vraie cohérence dans le projet, dans les valeurs et dans son ambition, j'ai réussi à agréger une équipe externe, malgré le fait que je sois dans un tout petit garage. Donc il faut vraiment être cohérent. En fait. Okay. Corinne, leçon de management quand on est une artiste architecte. Mais moi, j'ai très tôt senti que j'avais une limite de compétences possibles et au-delà, je ne maîtrisais plus mes projets, mon travail. Donc, j'ai jamais misé sur une agence colossale de 150 personnes. Je sais que je maîtrise mon travail jusqu'à une certaine limite et sinon, mes projets s'échappent un peu et je les maîtrise pas en qualité. Donc, le but, l'objectif, ça n'a jamais été de dire je veux devenir une grande entreprise. Ce que je voulais, c'est porter des désirs et trouver des personnes qui étaient en adéquation avec ma posture intellectuelle. Donc c'était vraiment ça. Mais je crois que c'est ça, il faut chacun porte son projet et puis on n'est pas obligé de devenir très gros pour s'en sortir très bien. Gérard, pour conclure cette première partie de débat, qu'est-ce que concrètement la métropole peut faire? Là, on était sur l'envie, sur le management, mais il y a aussi besoin d'accompagnement et ça fera la transition vers la suite de nos débats. Qu'est-ce que concrètement une métropole peut faire pour accompagner des gens qui ont l'envie et la sagesse de savoir s'entourer? Tout a été dit précédemment. Au niveau de la métropole, c'est la même capacité que nous cherchons à avoir et rendre efficiente sur... D'abord, comment on prend des décisions? On ne les prend pas seuls, on les prend avec d'autres. Et c'est pour ça que la présidente Martine Vassal a mis en place donc, un comité de gouvernance qui se réunit au moins tous les 2 mois. Et donc, on a mis dans la charte que nous signons avec nos partenaires, les chambres consulaires, chambres des métiers, chambres d'agriculture, chambres de commerce, avec aussi les unions patronales, UP13, CPME, avec le port, avec Aix-Marseille Université. Et on se voit donc... tous les 2 mois, ou plus, hein. Ça peut être des réunions intermédiaires qui se passent tous les 15 jours, pour arriver à prendre des sujets et les traiter. Donc premier élément, on partage, comme tout le monde. Et deuxième élément, descendre au plus près du terrain. Par exemple, dans le cadre de ma délégation où j'en charge les zones d'activité, j'ai mis donc en place l'organisation qui fait que chaque président d'entreprise, de zone d'activité, a un référent au niveau de la métropole sur lequel il peut s'ouvrir, quel que soit le domaine qui l'incombe. C'est-à-dire que ce soit des problèmes de voirie, des problèmes de signalétique, des problèmes de sécurité. Il a un référent, ça remonte au niveau de la métropole. Après, à nous, au niveau de l'institution, de répartir les vraies problématiques en fonction donc, des différentes directions. Mais encore une fois, 2 choses, on partage et ensuite on descend au plus près du terrain. Merci. Je vais vous demander de laisser votre place à Bernard qui est là, Kleinhoff. Et on va continuer, qui vient de la région, et on va continuer. Il faut une envie pour se développer, il faut s'entourer, mais il faut aussi, à un moment ou à un autre, un petit peu d'argent. Peut-être faire appel à est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? Comment est-ce qu'on arrive à convaincre des gens qui ne sont pas toujours forcément comme dans les publicités? Et pour changer peut-être un petit peu l'ordre, je vais commencer par donner la parole à Corinne. Comment est-ce qu'on se finance au départ quand on part de zéro? Moi, je dois dire que ça a été très, très dur. Et pendant à peu près 10 ans, ça a été une vraie galère. Mais quand on a un objectif et qu'on y croit, bien, on a tenu, quitte à refuser certains projets parce qu'on pensait qu'on n'arriverait pas à évoluer en les développant. Donc, on tient un cap et puis on fait des sacrifices. Et ça, effectivement, il faut accepter de le faire. Donc, j'ai un souvenir extrêmement difficile de ce début.
Mais progressivement, on a commencé à accéder à certains projets qui nous ont fait connaître. Mais l'objectif, il fallait toujours tenir le cap. Moi, je dis toujours, il faut tenir sur l'essentiel et céder sur le secondaire. Quel est l'essentiel et comment le tenir jusqu'au bout, à tous les niveaux d'ailleurs. Après, une fois qu'on arrive à obtenir un premier projet qui nous permet d'avoir un peu de reconnaissance, et bien petit à petit, là, ça va beaucoup mieux. Mais et finalement, on est heureux d'y être arrivé. Mais finalement, sans difficulté, on apprécie moins les choses. Gaël, le premier tour de table, le premier financement, comment est-ce que vous avez lancé? Alors le premier financement, il a été un petit peu compliqué parce que effectivement, j'avais très peu de ressources personnelles, familiales, amicales. Et en plus, comme l'on me l'a très tôt fait remarquer, jeune homme, vous partez sur un projet qui est dans les énergies renouvelables, sur du hardware et dans l'économie sociale et solidaire. Bonne chance. Donc j'ai eu un petit coup de pouce de mon ex-employeur, puisque dans le cadre du plan de départ volontaire, j'avais une petite subvention, mais ça suffisait absolument pas à lancer Scavengy. Donc il a fallu miser sur d'autres choses. J'ai eu la chance d'être accompagné par l'incubateur PACAEST à Nice. Donc j'ai bénéficié d'une petite avance remboursable dans le cadre de l'incubation. J'avais un bureau, ça aide aussi d'avoir un vrai bureau quand on travaille. Et puis j'ai fait une campagne de financement participatif assez tôt dans le projet parce que en fait c'était la seule manière pour moi de valider le modèle économique de Scavengy, c'est-à-dire passer du stade où on vous dit que votre idée est chouette à celui où vous avez de vrais clients, des gens qui sont prêts à payer pour avoir votre box. Et puis une campagne de financement participatif aussi, ça bat n'importe quelle étude de marché et ça permet de se faire connaître. Donc je suis allé très très tôt sur le crowdfunding et ça m'a permis de collecter des fonds supplémentaires qui m'ont permis de lancer le projet proprement dit. À côté de ça, il y a d'autres sources de financement, comme la bourse French Tech de BPI France, qui est venue aider au démarrage. Mais au début, il faut passer beaucoup de temps et d'énergie à chercher les financements, malheureusement. Et même si ça fait partie intégrante du projet, on a parfois l'impression que ça nous détourne de l'essentiel, alors que quand la typologie du projet vous demande de mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la table, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Heureusement, en France, il y a quand même beaucoup de moyens de se faire aider financièrement au démarrage, donc on n'a pas besoin de montants très importants, je dirais. La difficulté, elle vient après, quand on a besoin de dizaines de milliers d'euros, mais pas de centaines de milliers comme on peut le voir dans les plans d'investissement régionaux et nationaux. Mais il y a des moyens de se financer au démarrage. Il faut être tenace. Jeanne, sur le financement, le premier financement? Les premiers financements. Je pense que c'est finalement les plus simples. À mon avis, c'est d'emmener quelqu'un sur le projet. Et donc, moi, j'ai été très vite. On a fait un tour, un premier tour de seed, c'était 500 000. On a été très vite. Après 6 mois d'activité sur une première série 1, en gros, de 3 millions, en 2 fois, en plus, après 3 millions ensuite suivants. Donc, ça a été assez simple à convaincre, parce qu'on a emmené un groupe de gens sur le premier tour, c'était des business angels, venez avec nous sur le projet. Ils misent sur l'équipe à ce moment-là. Alors, effectivement, peut-être que mon expérience a apporté quelque chose à ce moment-là. La série 1, elle a été accompagnée parce qu'on avait du chiffre. Moi, je ne me suis pas posé la question de dire je vais chercher des subventions, je vais chercher des choses, etc., ou je vais déposer des brevets et autres. Je me suis dit je vais chercher des clients. On va chercher des clients, on va chercher du chiffre d'affaires. On avait déjà un petit bout qui montait. Bon, c'était tout petit, hein, mais on avait l'attraction. Donc là, on a très bien pu vendre notre plan. Ce qui est plus dur, c'est l'étape d'après. C'est celle où il faut que le modèle soit quand même éprouvé. Et cette étape-là, elle est complexe parce que, comme Séverine le disait, les pivots, il faut en faire. Et nous, effectivement, au début, je voulais tout faire. J'étais B2C, j'étais B2B, moi j'avais tout. Et à un moment donné, j'avais tout, mais j'étais toute seule, opérationnelle. Et 2 têtes sur 3 boîtes, ça commençait, une tête sur 3 boîtes, ça commençait à faire beaucoup. Donc là,
braquage, on change tout, etc. Et ça, il faut aller chercher une série B à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Et puis, on était sur un secteur qui était la PropTech. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est génial. Il y a 400 startups. PropTech, ça veut dire quoi? Property Tech, ou Real Estate, c'est tout ce qui est l'immobilier, la tech de l'immobilier. Et que ce soit, il y a 4 ans, quand on s'est lancé, on était une vingtaine d'entreprises. Aujourd'hui, il y en a 400 de startups dans le secteur. Et donc, c'est devenu à la mode. Mais les premiers investisseurs, ils ne connaissaient pas ça, ils n'y allaient pas. Il y avait meilleurs agents, il y avait etc. Mais c'est pas simple non plus de tomber dans les thèses d'investissement, des fonds d'investissement aujourd'hui. Et quand ils ne connaissent pas, quand ils n'ont pas de modèle référent, alors là, ça devient complexe. Mais voilà, faut jamais. En fait, moi, je suis convaincue d'une chose, il y a toujours des solutions à tout. Et en fait, c'est de la vente, c'est de la vision, c'est effectivement, si on sait porter notre projet, à un moment donné, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui sur la table. Il faut savoir aller le chercher avec quelque chose de structuré. Il faut emmener sa vision. Séverine, sur le premier financement? Sur le premier financement, nous, ça n'a pas été simple. Hein. Je pense que d'ailleurs, pour tous les gens qui veulent se lancer, le sujet du financement reste le plus important. Nous, pour démarrer, on avait besoin de 56 000 € pour acheter nos premiers stocks, pour créer le premier site, etc. Donc, on a mis 20 000 € chacune, on a vendu nos voitures, on a mis toutes nos économies. Voilà, on a vraiment... on a tout mis dedans. Et ensuite, on a obtenu un prêt d'honneur de la part de la métropole, de la communauté urbaine de Marseille. Alors, nous, à l'époque, quand même, c'était il y a 12 ans, et l'écosystème, il n'était pas très structuré, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de structures qui existent, et vous pouvez vous faire financer, en tout cas, vraiment le vrai amorçage, hein, la première étape. Donc, nous, on a obtenu un prêt d'honneur, ce qui nous a permis de nous lancer et de faire nos premiers chiffres d'affaires et nos premières ventes. Et ensuite, on est passé par une levée de fonds auprès de Business Angel, où on a levé 200 000 €. Donc, en fait, on avait 56 000 € sur le démarrage, puis une levée de fonds auprès de Business Angel de 200 000 €, puis une levée de fonds auprès de fonds d'investissement de 4,3 millions d'euros. Voilà, donc après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui existent sur la place. Alors, il y a la BPI aujourd'hui qui finance énormément avec la bourse French Tech. Et il y a beaucoup d'accélérateurs, d'incubateurs. Enfin, il y a pas mal de structures, même sur le territoire. Il ne faut quand même pas se perdre dans tout ça. Je pense qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire et où sont nos besoins. Parce que je pense qu'on peut perdre beaucoup de temps. Ce sont des structures qui vous demandent toujours beaucoup de choses. Et ça peut perdre du temps. Alors, ça nous aide d'un côté, mais ça peut faire perdre du temps. Donc, il ne faut pas non plus se perdre dans tout cet écosystème-là. C'est ce que disait Gaël, entre la paperasse nécessaire, le besoin de financement. Ça fait partie du projet. Il faut se financer pour pouvoir grandir, mais en même temps, il ne faut pas que ça prenne tout son temps et qu'on ne puisse plus se concentrer sur ce qui est la mission qu'on a envie de développer. Ouais. Mais on peut se faire accompagner. En fait, pour ne pas perdre de temps, pour rester focalisé sur nos business, sur nos entreprises, on peut se faire accompagner. Aujourd'hui, il y a des leveurs, il y a des accélérateurs qui aident, il y a des incubateurs qui aident pour tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut aller prendre des professionnels qui sont capables d'aller vous monter un dossier, qui sont capables de vous le packager de la bonne manière, parce qu'on n'est pas forcément financier, on ne sait pas se confronter à cette population-là. Donc, c'est extrêmement important de se faire accompagner. Bernard, vous êtes président de la commission... J'ajouterais juste qu'on peut se faire accompagner, on doit se faire accompagner. C'est pas juste une question d'énergie et de savoir monter un dossier. C'est qu'il s'agisse d'un incubateur ou d'une bourse French Tech, ce sont des dispositifs qui sont là pour aider. Mais naviguer dans cet écosystème tout seul, sans une carte, sans une boussole, sans un guide, c'est quasi impossible. Je pense que l'accompagnement, il est indispensable. Dans mon cas, ça a été vraiment l'incubateur qui m'a aidé à monter les dossiers, qui m'a aidé à faire mes choix, qui m'a aidé à cartographier l'ensemble des aides disponibles. Bernard, vous êtes président de la commission économie, industrie, innovation, nouvelles technologies au sein de la région. Concrètement, on l'a dit, il y a plein d'aides potentielles. Parfois, on va dire c'est une sorte de maquis, on a besoin d'un guide pour s'y retrouver. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire sur un plan financier pour aider des entrepreneurs, et quels entrepreneurs vous aidez? Est-ce que c'est que la start-up qui propose une rupture technologique, ou comment est-ce que vous discriminez entre les différents projets et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais rebondir sur les derniers propos qui ont été tenus. Dans tous les cas de figure, les créateurs ont besoin d'être accompagnés.
Tenez bien le micro. Ils ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils sont dans leur business model, dans leur création, dans leurs idées, et ils ne sont pas censés connaître tout l'environnement. Alors sur le plan du financement, la région qui a des nouvelles compétences obtenues au travers de la loi NOTRe participe entre autres à ce financement. On a créé, sous la conduite du président Muselier, le FIER, qui est le Fonds d'intervention pour les entreprises régionales, dans lequel on a comme objectif d'avoir aidé plus de 10 000 entreprises d'ici la fin de notre mandat, c'est-à-dire 2021. Et ces aides, elles se manifestent à partir de ce qu'on va appeler l'amorçage, jusqu'à du développement, voire de la transmission, puisque la transmission fait partie de la vie d'une entreprise. Alors on est capable aujourd'hui d'accompagner les entreprises sur tous les types de financement, quels que soient leurs besoins. Ça va de la garantie, ça peut aller d'un ticket pour un artisan de 3 ou 5 000 euros jusqu'à des tickets de 2 millions d'euros, sachant que l'important de l'intervention du financement par le Conseil régional est son effet de levier. Quand je parle tout à l'heure d'amorçage, on sait que sur l'amorçage, avec des tickets moyens autour de 90 000 euros, on arrive à générer un effet de levier de 7, ce qui permet de trouver pour certaines entreprises, et là on a parlé essentiellement, à part Corinne, d'entreprises de la tech, mais on accompagne aussi des entreprises hors tech, puisque la vocation du Conseil régional dans son développement économique, c'est de dire on veut gagner la bataille de l'emploi, et les emplois se créent, y compris dans des entreprises hors technologie, ce qui fait qu'on a essayé de gommer un petit peu les termes d'innovation comme critère de sélection des entreprises pour pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Donc avoir un financement région, ça ne suffit pas, mais ça peut aider à en débloquer d'autres. Ça aide, puisque dans de très nombreux cas, la part région qui est apportée est considérée comme des quasi-fonds propres, ce qui permet aux banquiers, entre autres, de suivre, sachant que l'élément de base du financement d'une création, c'est quand même la famille. Et puis, on a tous connu ça, on a vendu nos meubles, nos voitures. Moi, j'ai habité chez ma fiancée. Et puis, j'ai créé et je continue d'avancer. Certains d'entre vous ont déjà revendu leur entreprise, même 2 fois dans le cas de Séverine, puisque vous avez revendu votre première boîte, mon showroom, à Cdiscount, le groupe Casino, et la deuxième, spécialisée en télémédecine, Mes Docteurs, au groupe Vive, qui est connu, c'est Harmonie Mutuelle et MGE, vous me disiez tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on prend la décision de vendre tout ou partie de son capital ? Pourquoi est-ce qu'on prend cette décision et est-ce que c'est facile, difficile ? Bon, ça se fait de façon assez naturelle. On n'a pas créé la société pour la revendre. Enfin, on n'y pensait pas quand on l'a créée. En fait, pour mon showroom, on est arrivé, on était les premiers sur le marché en France à vendre des collections en cours. On a eu pas mal de concurrents qui sont arrivés, et tant mieux, ça crée la compétition. Donc sur le marché français, on était leader sur le marché français, mais on a eu une concurrence au niveau européen qui était assez intense, avec des acteurs qui avaient beaucoup d'argent. Et on avait déjà fait une première levée de fonds, une série A. Et en fait, on avait une croissance rentable, on gagnait de l'argent. Et on s'est posé la question, en fait, il fallait repasser par une phase de levée de fonds et d'investissement pour pouvoir concurrencer ces acteurs-là. Et donc, voilà, on s'est posé la question, est-ce qu'on repasse par une phase de levée ou est-ce qu'on s'adosse à quelqu'un de plus gros et qui va pouvoir nous donner les moyens de lutter contre ces gens-là. Et c'est vrai que voilà, au même moment, on a rencontré le groupe Casino, qui était propriétaire de Cdiscount, qui était le plus gros e-commerce en français à l'époque. Et voilà, et du coup, on avait beaucoup de synergies activées sur toutes les fonctions back-office, logistique, informatique, etc. Et du coup, ça nous plaisait bien de nous adosser à eux pour ça. Est-ce que c'est dur un peu quand même de vendre quelque chose qu'on a créé ou pas spécialement ? Alors, c'est pas dur de vendre quelque chose qu'on a créé. Alors, au départ, on se disait avec Chloé qu'on ne pourrait pas survivre sans nos boîtes, parce que c'est nos premiers enfants, au final. Et puis, finalement, ça se fait assez... c'est pour le bien de l'entreprise. En fait, tout ce qu'on fait dans la vie d'une entreprise, c'est pour porter un projet. Donc, c'est dans l'intérêt du projet qu'on le fait. Ce qui est plus difficile, après, c'est la gestion des équipes et la gestion de la séparation avec les équipes, puisque vraiment, la relation humaine dans nos startups et dans nos tailles de boîtes est très importante. Voilà, c'est la partie qui est un peu plus compliquée, la gestion de l'équipe sur la transition.
Jeanne, vous avez fait entrer des fonds au capital. Vous avez mis le doigt dans un engrenage. Comment est-ce qu'on vit ça aussi? On se dit c'est nécessaire, mais finalement un jour on sait qu'on devra vendre, ou comment est-ce qu'on réfléchit? Je suis exactement dans le même état d'esprit que Séverine. C'est donner la priorité à l'entreprise qu'on a créée, à l'aventure qu'on a mis. Si un jour, parce que ça permet d'aller plus loin, de faire les choses mieux, et etc., on le fera. Moi, je suis pas une accro au capital. Je me pose pas les questions. Je me demande comment est-ce que je peux franchir l'étape suivante. Donc, s'il faut céder du capital pour franchir l'étape suivante, pour construire, finaliser mon produit, pour emmener le business model ailleurs, pour passer l'étape de la France et franchir le cap international, ce qui est le cas aujourd'hui parce que nous, on a fait une série B. Dans ce cadre-là, on a ouvert notre première filiale en Espagne et les choses partent dans ce sens-là. Ben, oui, ok, d'accord. Même si je reste avec pas grand-chose, j'ai construit une belle aventure. Et si demain, je dois la céder, parce que je ne suis plus la bonne personne, ça aussi, c'est des moments où aujourd'hui je suis la bonne personne parce que je suis capable de faire de 0 à 1 ou peut-être 2. Est-ce qu'à un moment donné, je ne serais pas la bonne personne pour accompagner cette boîte et l'emmener à l'étape suivante? À ce moment-là, je cède. Il y a une chose aussi, c'est ce qu'il faut comprendre aussi quand on rentre dans des logiques de levée de fonds, donc que ce soit avec des business angels ou des fonds d'investissement, parce que souvent en France on dit ah oui mais vendre sa boîte, est-ce que c'est bien ou pas bien? En fait, ça se pose même pas dans ces termes-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites rentrer des business angels, c'est des gens qui vont mettre de l'argent mais qui voudront gagner de l'argent à terme. Donc que ce soit un business angel ou un fonds d'investissement, un jour ils voudront ressortir pour récupérer de l'argent et maximiser leur investissement. Donc de toute façon, ça fait partie de la logique de nos types de boîtes quand on fait rentrer des gens externes. On peut les racheter si on avance très bien aussi et continuer l'aventure. Mais je pense que c'est des questions de dire est-ce qu'on est la bonne personne au bon moment? Est-ce qu'on est capable d'aller plus loin? Gaël? Alors moi, la question de la cession ne se pose pas encore. Par contre, va se poser bientôt celle de l'ouverture du capital. Il se trouve que le cas de Scavengy est un petit peu particulier. Autour de la box, qui permet donc de créer de l'énergie chez soi, on veut créer une communauté de makers de l'énergie, des gens qui font de l'énergie, qui vont bricoler une éolienne, qui vont mettre un panneau solaire sur leur balcon, qui vont pédaler dans leur salon. On veut créer un nouvel écosystème autour de la production d'énergie. Ça veut dire que les utilisateurs, les clients de Scavengy, puisque les utilisateurs et les clients sont les mêmes personnes, le modèle d'affaires de Scavengy est très très clair de ce point de vue-là, vont avoir des idées, ils vont s'investir émotionnellement, ils vont investir de leur temps dans leur box pour produire de l'énergie et ils vont partager leurs idées, leurs tutoriels, leurs difficultés avec les autres utilisateurs. Donc on va créer une communauté de citoyens et de citoyennes très engagés dans la transition. Et cet engagement-là, pour qu'il tienne dans la durée, ça va dimensionner en fait le modèle capitalistique et il est vraisemblable que Scavengy va devenir une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Vos clients seront aussi vos investisseurs ou les actionnaires de l'entreprise? Eh bien, je pense que les clients, les utilisateurs ont vocation à devenir sociétaires, c'est-à-dire qu'ils seront à la fois au capital et à la gouvernance, puisqu'on veut que cette communauté tourne, tienne et grandisse. Donc la question de l'augmentation de capital se pose et elle se pose de façon assez complexe. Corinne, dans votre entreprise, est-ce que se posera un jour la question ou de faire rentrer des partenaires ou de céder ou de faire monter certains de vos associés pour qu'ils deviennent co-actionnaires? Comment est-ce qu'on gère ça? Bon, je ne suis pas du tout dans le même sujet. À notre échelle, effectivement, des partenaires arrivent parce que des personnes qui sont plus impliquées dans l'entreprise, eh bien, je leur offre des parts. Mais l'idée n'est pas de développer du capital, donc je suis quand même en dehors du système. Mais vous avez mis en place des structures pour faire en sorte que ceux qui sont à vos côtés deviennent actionnaires? Oui, ils deviennent actionnaires. En réalité, on leur offre des parts parce qu'ils participent activement et intellectuellement au sujet. Mais c'est assez rare que des agences d'architecture se revendent, parce que lorsque le créateur s'en va,
eh bien, le style s'en va aussi avec. C'est très rare. Ça arrive, il y en a 2 dans le monde qui ont réussi à perdurer malgré ce, parce que l'ensemble de l'entreprise s'est adapté au style du créateur initial. D'accord. Et du coup, vous essayez de former des gens qui seraient capables de vous succéder et de prendre un jour oui. la suite de cette entreprise? Est-ce que c'est une question qu'on se pose là, quand on parlerait d'architecture, mais ce n'est pas le sujet. Et c'est assez délicat de dire comment imprimer une écriture forte et présente. Et la tendance n'est plus tout à fait la même. En tous les cas, on n'est pas dans cette tendance-là. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que par rapport à ce qui s'est dit jusqu'à présent, j'ai construit un bâtiment qui s'appelle The Camp à Aix-en-Provence, où là, effectivement, on accueille des entreprises, des startups, des gens qui viennent se former et qui sont là. Et ils organisent aussi des formations pour les jeunes entreprises qui se créent. C'est un lieu de rencontre aussi où il y a beaucoup de grandes entreprises qui viennent rencontrer les... Oui, ça se déroule en 1 jour, 2 jours, jusqu'à 6 mois pour ceux qui veulent développer leur entreprise. Et je trouve ça assez formidable, d'autant plus que ce sont des entreprises qui vont venir étudier, se former ici et qui peut-être développeront leur projet sur place. Et c'est aussi une force pour le territoire de rester sur place. Bernard, pour conclure cette deuxième partie de nos débats, sur les entreprises, elles doivent à un moment grandir, se transmettre, faire rentrer des capitaux. Comment est-ce que vous regardez ça, cette vie des entreprises au quotidien? Est-ce que c'est, on dit que plus d'une entreprise sur 2 qui se crée finalement a du mal à passer la première année. Comment est-ce que vous essayez de les accompagner dans ces périodes de transition qui sont parfois un peu difficiles et qui permettent de grandir? J'ai commencé en vous disant que l'accompagnement était extrêmement nécessaire. Je pense que tous nos partenaires, alors on parlait tout à l'heure de la métropole, de la CCI Marseille-Provence, mais de notre CCI de région, de la Chambre des métiers, les incubateurs, les accélérateurs, je pense qu'on crée, notre rôle, c'est de créer cet écosystème pour les aider à grandir, pour qu'elles soient transmises, en essayant de les garder sur le territoire. Puis on les accompagne aussi à l'international avec notre team Sud Export, de façon à ce qu'on aille chercher ensemble de la richesse le plus loin pour la ramener sur le territoire, en étant extrêmement attractif. On avait il y a 2 jours la fête de la science sur l'ensemble de la région. Je crois que l'attractivité, c'est aussi nos partenariats avec les grandes universités, puisqu'on a la chance d'en avoir 2 dans la région. Bien sûr, toutes les activités touristiques qui sont génératrices de besoins, et de faire en sorte qu'on ait vraiment une équipe de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur capable de faire du développement économique et de faire de notre région ce qu'elle est pratiquement déjà la plus belle région du monde. Bernard, je vous remercie. Je vais vous demander de laisser votre place à Dominique Restineau, qui est président de l'agence France Entrepreneur et qui a créé le mouvement des jeunes entrepreneurs. Et j'aimerais continuer avec nos entrepreneurs pour aborder une question peut-être un peu plus personnelle. On a parlé de l'envie, on a parlé de financement. Diriger une entreprise, c'est aussi un travail à ça aussi un peu la tête. C'est Jeanne qui le disait tout à l'heure, la première réaction de la famille quand on dit « je vais créer ma boîte », c'est « mais t'es dingue ». Sur un plan personnel, comment est-ce que vous avez vécu ce passage à l'acte et ces débuts où on doit travailler jour et nuit et où on ramène des soucis permanents peut-être à la maison, mais aussi quand ça marche de la joie? Jeanne? Je disais, hein, c'est une aventure qu'on vit tous ensemble. Donc, moi, je vivais en Espagne avant de créer Habiteo. J'avais une jolie maison au bord de plage. J'ai demandé, en gros, on s'est assis sur la terrasse et je leur ai dit, bon, on rentre à Paris, je vais monter une boîte, donc je vais être moins présente à la maison. Et derrière, vous allez devoir m'aider. Et ils sont venus, les premiers bureaux, ils ont monté les chaises, les enfants, mon mari, tout ça. Il fait encore mes meubles pour les salons et pour ce genre de choses. Oui, c'est une aventure, tous ensemble. Après, c'est comme toutes les personnes qui bossent, quoi. Enfin, madame peut bosser, rentrer à la maison, s'occuper des enfants. Monsieur peut bosser, rentrer à la maison, s'occuper des enfants. Enfin, peu importe. C'est le vrai point, c'est on emmène une aventure.
Et cette aventure, c'est quelque part pour moi et pour les enfants quelque chose de génial. Ça leur donne la valeur du travail, ça leur donne la valeur d'entreprendre aussi, d'oser. On est obligé de se réinventer. On est confronté tous les jours à des moments qui sont parfois pas simples. Oui, ok, mais quelque part, soit ça passe, soit ça casse. Et je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ont perdu des amis, qui ont perdu de la famille, qui ont eu des moments très durs à vivre, parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment donné, on peut se prendre un mur. Il ne faut pas avoir peur de ce mur, et il faut se dire qu'on peut l'affronter tous ensemble. Et ouais, c'est... personnellement, moi, ma deuxième famille, c'est Habitéo. Elle disait que c'était un bébé. Oui, c'est un bébé. Et ben, c'est le troisième bébé de la famille et on l'emmène tous ensemble. Et mes collaborateurs sont venus avec leurs enfants pour redécorer les bureaux. On se les fait sur un week-end. Ceux qui veulent viennent, ceux qui veulent pas ne viennent pas. Mais c'est quand même, c'est des valeurs qu'on porte tous ensemble. Séverine ? Alors, être entrepreneur, c'est génial, c'est une aventure extraordinaire, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de sacrifices. Enfin, il faut en être conscient, en tout cas, quand on se lance, parce que effectivement, c'est beaucoup de travail et ça prend beaucoup de temps. C'est du 7 sur 7, on n'arrive pas à débrancher nos cerveaux le soir, c'est même du 24 sur 24. Hein. Moi, avec Chloé, je pense que je ne compte pas le nombre de mails qu'on a pu s'envoyer dans la nuit. Des insomnies, du stress, parce que alors quand on se lance, on est tout seul et après on a une équipe et donc on porte la responsabilité pour l'équipe. Donc quand on n'a plus de trésor pour payer son équipe, bah, du coup ça travaille pas mal. Voilà, c'est quand même beaucoup de stress, c'est du bonheur aussi, c'est beaucoup de satisfaction. C'est un peu l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que même au sein d'une même journée, tout va bien, tout va mal. Voilà, on peut passer d'un état top à vraiment la catastrophe, parce que voilà, dans une journée, ça va très vite. Mais voilà, c'est vrai que il faut avoir beaucoup de force de travail, beaucoup de sacrifices, pas beaucoup de vacances. Moi, ça a été mon premier enfant. Je n'avais pas d'enfant donc, à 25 ans quand je me suis lancée. Et finalement, d'avoir mon premier enfant, ça m'a permis aussi de me poser et de me structurer, parce que je travaillais énormément. Et après, une fois que j'ai eu mon fils, j'ai arrêté de travailler le dimanche. Et ensuite, j'ai arrêté de travailler le samedi et le dimanche. Et au final, je ne pense pas que j'ai moins travaillé, j'ai peut-être mieux travaillé. Donc c'est vrai qu'au départ, quand on se lance, on vit tellement le projet qu'on le vit à 100%, mais il faut peut-être aussi apprendre à se structurer et finalement à se dire, est-ce que si je ne fais pas ça aujourd'hui, est-ce que c'est très grave de le faire demain? Voilà. Au final, je pense que je travaille mieux aujourd'hui avec l'expérience qu'au départ où c'est toujours du 100%, parce que je prends un peu plus de recul et j'ai peut-être une meilleure vision des choses. Gaël, sur le plan personnel, la famille? Je pense que tout le monde a la même expression aux lèvres. Hein. C'est les montagnes russes. On alterne les séquences de vertige et les moments de grâce. Moi, personnellement, il y a beaucoup de moments grisants au début, quand on crée, quand on n'a pas encore de problème, puisqu'on a que des idées, des plans, de l'espoir. Et puis très vite, on rentre dans le concret des choses. Et là, c'est beaucoup de mince, chouette, mince. Et ces moments-là où on passe au-dessus des nuages et on est sous un soleil radieux, ils compensent et ils font plus que compenser. Ils rattrapent largement tous ceux qu'on passe dans l'orage. C'est très important que l'entourage soit au clair avec ça, parce qu'effectivement, on ne peut pas s'empêcher de rapporter des problèmes à la maison. Être entrepreneur, c'est une charge mentale terrible, parce qu'on débranche rarement. Moi, à titre personnel, je sais que mes enfants ont adopté effectivement Scavengy comme un petit frère ou une petite sœur. Ils dessinent le logo, enfin, ils pitchent presque. J'espère qu'ils ne saoulent pas trop leurs copains de maternelle avec ça. Mais il ne faut pas laisser cet enfant-là éjecter le reste de la famille. Donc il faut laisser aussi une place à la famille et à l'entourage, parce que si on perd ça en cours de route, on perd tout finalement. Il ne faut pas oublier qu'on devient entrepreneur pour mener la vie dont on a envie. Donc il ne faut pas perdre ça de vue. Hein. C'est vraiment important. Corinne, dans l'architecture, je crois qu'on dit on est charrette quand on est à la fin d'un projet, qu'on n'a plus le temps de dormir, mais au-delà de ça, même les jours où on n'est pas charrette, être le patron d'une entreprise, d'un cabinet d'architectes, quel impact ça a sur la vie familiale? Comment est-ce qu'on gère
Je pense qu'on est tous à peu près pareils. Là, les débuts sont pour tout le monde, à moins d'avoir vraiment la chance de récupérer une entreprise déjà en place. Mais c'est vrai pour tout le monde, c'est un engagement de vie. Mais peut-être aussi de s'engager dans la vie, ça crée une richesse particulière et que la famille en bénéficie aussi d'une autre manière. D'une autre manière, c'est vrai. Mais je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau de s'engager pour une cause, pour quelque chose, peu importe la chose d'ailleurs. Et même un tout petit métier peut devenir une très belle entreprise. Effectivement, il y a ce moment difficile à passer, ce cap, mais je crois qu'on l'apprécie d'autant plus. Dominique, vous avez travaillé avec plein de jeunes entrepreneurs. Vous avez aussi passé pas mal de temps dans le mentoring. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Quelles leçons on peut donner, quels conseils on peut donner plutôt à quelqu'un qui se lance sur le plan justement familial et personnel, pour trouver cet équilibre, pour que, ce que disait Gaël, cet enfant de plus soit pas celui qui prenne tout et vous coupe du reste de votre famille. Comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre ? C'est cool de passer. Bon, bonjour à toutes et à tous. C'est cool de passer en dernier parce qu'il y a plein de questions dans une seule question. Alors déjà, moi, je ne donne pas de conseils parce que c'est une chose que je déteste faire. Et le mentorat, justement, ça n'est justement pas donner de conseils. Alors, je sais que beaucoup de gens utilisent ce mot. J'ai importé le concept du mentorat pour entrepreneurs en France il y a 12 ans. Un mentor, ça ne donne pas de conseils. Voilà. On pourrait revenir après, mais ce n'est pas forcément le sujet. J'ai beaucoup entendu ce qui a été dit. Déjà, bravo pour le plateau, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes. C'est assez rare. Je ne sais pas si c'est la région qui veut ça, mais c'est assez rare. Donc pour moi, oui, vous pouvez applaudir, hein, pas de problème. Ensuite, alors j'ai créé plusieurs entreprises que j'ai revendues, j'en ai recréé. J'ai créé des associations, les jeunes, oui, avec le MoveJ, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. C'est des centaines et des centaines de jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans que je fais accompagner dans le programme de mentorat, plus un pôle d'experts métiers bénévoles, ok. Mais j'entends bébé, 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 bébé. Moi, j'ai des enfants, alors comme je suis plus vieux ici, largement, j'ai même des petits-enfants. Ben, je vois aujourd'hui une différence entre un bébé, un vrai, et une boîte. Et j'ai adoré mes boîtes. J'ai créé ma première boîte, j'avais 24 ans. Il y avait une centaine de collaborateurs. La moyenne d'âge, ça devait être 27 ans. On a fait la fête en permanence. On a développé, ça faisait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, des ronds. J'ai eu beaucoup de chance, moi. Beaucoup de chance. Voilà. Il y a des gens qui c'est difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, aujourd'hui, je travaille 15 heures par jour parce que je cumule plein de choses. Notamment, c'est la raison pour laquelle je suis là, avec l'agence France Entrepreneur. Il faudra qu'on revienne dessus, parce que comme on est accompagné et tout ça. Mais en clair, il y a 24 heures dans une journée. Comme on doit toujours tout faire, et je pense que le principe d'un chef d'entreprise, surtout quand il développe son entreprise, c'est de recruter les gens qui sont meilleurs que soi-même. Faire en sorte que les gens grandissent plus que vous-même. Ça, ma chère Corinne, je vous laisse. Je vous répéterai pas ce qu'elle a dit. Elle a dit c'est la différence avec les politiques. Bon, ok. Mais en tout cas... Bonne transition, mais juste après, on va voir un politique, alors attention. Hein. Oui, c'est pour ça. Ouais, sympa, celle qui arrive. Comment dirais-je? Donc, si vous amenez les gens à grandir eux-mêmes, ça, c'est le concept du mentorat. À être meilleur de jour en jour pour eux-mêmes. Et meilleur, ce n'est pas forcément de faire plus de chiffre d'affaires. C'est être acteur de l'entreprise dans laquelle on travaille quand on est salarié. C'est être entrepreneur pour certains, c'est ce qu'ils vont dire. Mais d'emmener dans cette aventure, parce que oui, c'est une aventure humaine, avec des hauts débats, bien évidemment, avec des moments qui sont difficiles. Mais vous avez le pseudo-pouvoir, je dis bien le pseudo-pouvoir, d'essayer de faire ce que vous avez envie de faire. Je dis le pseudo-pouvoir parce que quand on a une entreprise qui se développe, et j'en ai vu tellement d'entreprises qui se développaient, c'est que vous avez toujours oui, vous êtes votre propre patron, mais en réalité, vous avez des collaborateurs qui ne embarquez pas tout le temps de la même manière. Vous avez des clients, faut les convaincre. Vous avez des fournisseurs, il faut que ça marche. Vous avez un environnement économique, étatique qui n'est pas toujours évident. Vous avez... moi, je n'aime pas taper sur les banquiers parce que ça ne sert à rien, à mon avis. Mais vous avez le réseau bancaire qui n'est pas forcément évident. Donc, il faut vivre avec tout ça. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je vous dis. Mais il va falloir conclure. Alors, je voudrais vous parler de l'agence France Entrepreneur. Je ne sais pas si dans la salle, il y a beaucoup de gens qui veulent créer une entreprise. Oui, plus de la moitié. La question est très bien, parfait. Donc, il y a une organisation qui s'appelait auparavant l'Agence pour la création d'entreprise,
qui aujourd'hui s'appelle l'Agence France Entrepreneur. C'est le meilleur site d'information, c'est la meilleure ressource d'information de France pour faire ce que ça fait, c'est-à-dire vous donner l'information pour créer, pour reprendre une entreprise, là où vous vous trouvez, en fonction de votre profil, parce qu'il n'y a pas un seul profil, d'accord? On ne va pas accompagner un jeune qui sort d'une école, je sais pas, Euromed par exemple, ou HEC, de la même manière qu'une personne de 50 ans qui veut se mettre à son compte simplement pour, en tant que consultant, ou quelqu'un qui va essayer de développer l'entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc un site internet qui s'appelle l'AFE, Agence France Entrepreneur, qui a été transformée il y a 2 ans, que j'ai transformé il y a 2 ans. C'est le meilleur outil d'information qui relie directement à l'ensemble des réseaux, parce que ça a été dit tout à l'heure quand je suis arrivé, j'ai entendu. Oui, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à dépasser les 1, 2, 3, 4, 5 années. Il faut être accompagné, absolument. Les chambres de commerce, les chambres de métiers, les incubateurs, ça aide, tout ça, bien évidemment. Il y a l'écosystème avec les régions, bien évidemment. Il y a les autres entrepreneurs et il y a le mentorat pour entrepreneurs. Il y a tout ça qui fait en sorte qu'on avance. Ça va bientôt être l'heure de conclure et de passer la parole à la ministre qui va nous rejoindre sur scène dans quelques instants. En 30 secondes, je vous ai dit tout à l'heure au début, c'était l'elevator pitch pour vous présenter. Maintenant, en 30 secondes, quelle est peut-être la pire erreur que vous ayez faite en tant qu'entrepreneur et la leçon que vous pourriez en tirer, à partager avec le public. La pire erreur à ne pas connaître, avant de passer la parole à Delphine, Jenny, Stéphane. Séverine. J'en ai pas fait. Non, je plaisante. On en fait tous et on en fait beaucoup. Et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il faut rester agile et s'adapter et pivoter. Nous, je pense que c'était des erreurs un peu... c'est des ouvertures de gamme qui n'ont pas marché. Quand on a lancé le prêt-à-porter féminin, ça marchait très bien. On a eu des enfants et on s'est dit, ah ben oui, mais toutes les filles veulent acheter des vêtements pour leurs enfants, donc on va lancer l'enfant. Et on s'est planté de façon assez magistrale sur ça. Voilà, donc, mais bon, c'est pas très grave en fait. Hein, de ces erreurs, on apprend. Voilà, moi, je pense qu'il n'y a pas d'erreur majeure dans l'entrepreneuriat, parce que du coup, ça nous fait toujours rebondir et du coup, on avance toujours. Le principal, c'est de rester agile et de réagir et pas de rester bloqué sur cette erreur et se regarder aller dans le mur, quoi. Corinne, une erreur que vous avez pu commettre? Moi, je dirais que peut-être c'est 1 ou 2 associations qui ont été catastrophiques. Il faut aussi savoir choisir ses associés. Et c'est toujours un pari qui peut être risqué. Mais bon, c'est la même chose, on grandit quand même. Gaël? Moi, c'est encore trop tôt pour avoir fait une vraie grosse erreur. Et puis, de toute façon, je suis également de l'avis qu'on ne perd jamais complètement son temps. Soit on réussit, soit on apprend pour le coup d'après. Je pense qu'il y a une erreur à ne pas commettre quand on est entrepreneur, c'est de pas assez s'écouter soi. Il faut prendre l'avis des autres, il faut discuter, il faut échanger avec eux, mais il ne faut pas perdre de vue ses valeurs, ses objectifs, ce avec quoi on s'est lancé au départ. C'est important de rester sur ses rails, au moins dans sa tête. Jeanne? Je ne pense pas qu'il n'y a pas une erreur à ne pas commettre. On en commet beaucoup, on commet plein de petites erreurs. On en commet quelques-unes qui sont un peu plus grosses. On fait, voilà. Mais je dirais réinventer. Il faut se réinventer tous les jours. Rebondir, c'est extrêmement important. Une erreur, c'est pas la catastrophe. C'est la solution que vous allez trouver derrière qui va vous faire avancer. Et puis il faut continuer à oser et peu importe la montagne que vous avez devant vous, il y a toujours la manière de la dépasser. Dominique, sur les erreurs auxquelles vous dites attention quand vous voyez un jeune qui veut se lancer, vous dites fais gaffe mon gars? Je dis jamais ça. Jamais ça. Pas de conseils et jamais ça. Non, mais je dis jamais ça parce que les gens qui disent ça va pas marcher, ça va marcher, ils n'en savent rien déjà. Ils peuvent se supposer. Il y a des business identiques qui sont faits de manière différente et qui fonctionnent. Voilà. Je pense que l'erreur à ne pas commettre, c'est de rester tout seul dans son coin. Et quand on lance une boîte, c'est de penser que c'est le truc de génie que personne n'a inventé. Moi, j'ai un concours avec des milliers de personnes au niveau national. Je revois tous les ans des projets, j'ai l'impression qu'ils se connaissent déjà, que c'est le même projet.
Et justement, il faut se faire challenger, il ne faut pas avoir peur des gens qui vont vous dire « Ah bon ?» qui vont vous poser des questions, parce que on s'enrichit de la différence. Voilà, on s'enrichit de la différence. Je vous conseille à toutes et à tous de lire une interview qu'on a publiée il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines dans Les Échos, un vendredi. C'est une interview de Marc Simoncini, qui a plusieurs qualités. Un, c'est un entrepreneur qui a connu des échecs et quelques très belles réussites. 2, il est marseillais d'origine, même s'il vit à Paris aujourd'hui. Et moi, j'ai trouvé l'interview qu'on a faite était vachement intéressante. Il disait je suis très optimiste sur la France parce qu'en fait, on a plein de problèmes. Et comme on a plein de problèmes, ça crée plein d'opportunités parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, et je crois que vous l'avez dit, un certain d'entre vous, il y a un truc qui ne marche pas, il y a un besoin auquel on ne trouve pas de réponse. Et c'est en partant de ces problèmes qu'on peut trouver, si on trouve une solution, on est un entrepreneur. Il rejoint beaucoup d'entre vous là-dessus. Il dit aussi quelque chose que vous avez dit, c'est un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui reste fidèle à son business plan, son idée, son ambition, mais qui est capable de s'entourer. Il faut à la fois avoir beaucoup d'ego pour avoir envie d'entreprise et se dire qu'on va réussir, et en même temps, il faut avoir un ego qui n'est pas mal placé. Il faut être capable de passer les clés du camion à quelqu'un d'autre ou de s'entourer de compétences particulières. Et je crois que ça aussi, vous l'avez tous dit à votre manière. Et puis l'autre chose qu'il disait, et je conclurai là-dessus, c'est quand on se lance, il faut avoir la lucidité et le sens critique de se demander pourquoi on a quand même beaucoup de chances de se planter. Et il faut passer un peu de temps, il ne faut pas partir. Alors même si Séverine est peut-être partie sur un coup de tête et ça a bien marché, il dit, avant de se lancer, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on pourrait échouer. Et il faut se le demander pendant un petit moment, parce que même si on a toutes les raisons de réussir, il arrive qu'on se plante. Et si on ne s'est pas posé les questions difficiles, si on n'a pas été honnête avec soi-même, on prend peut-être des risques et on fait courir des risques à son entourage. Il est très honnête dans son autobiographie qu'il a publiée récemment. Il dit que sur le plan familial, être un entrepreneur, ce n'est pas toujours super facile. Il arrive qu'on s'engueule avec ses proches. Merci à tous d'avoir participé à ces débats. Je pense que vous avez tous appris quelque chose et que vous retiendrez quelque chose de ces discussions. Et j'espère que la ministre qui doit conclure nos débats est là. Je ne la vois pas dans la salle, mais est-ce qu'elle arrive? Oui, je crois. Je vois apparaître quelqu'un. Madame la ministre, je vous propose de monter directement sur scène et vous mettre au plus vite. D'être avec vous aujourd'hui et tout particulièrement de conclure ce moment d'échange sur une qualité indispensable pour devenir un entrepreneur à succès. C'est certain que pour entreprendre, il faut un mental d'acier pour oser, pour ne jamais baisser les bras et surtout pour être capable de pivoter du jour au lendemain si cela est nécessaire. Donc audace, résilience et capacité d'adaptation sont 3 qualités qu'un entrepreneur doit avoir. Je tiens à saluer le travail et l'engagement des organisateurs de ce forum qui, dans toute la France, apportent des réponses concrètes, des conseils pratiques et aident à donner vie à des milliers de projets. Ces événements peuvent être un véritable déclic pour certains entrepreneurs en puissance et je suis sûre que beaucoup d'entre vous aujourd'hui vont ressentir ce déclic. Je crois aussi profondément à l'accélération, à cet effet de maturation des projets que permet la multiplication des rencontres avec des experts ou avec d'autres entrepreneurs. Car entreprendre, pour la majorité d'entre vous, c'est un saut dans l'inconnu. Et entreprendre, c'est également une importante prise de risque. Pour un grand nombre d'entre vous, vous allez changer de vie, vous allez créer votre propre emploi, vous allez vivre jour et nuit avec, pour, dans votre projet d'entreprise.
Vous ferez sans doute des sacrifices importants, parfois même aux dépens de vos loisirs, de votre carrière. Alors pourquoi entreprendre finalement? La réponse est simple. Entreprendre n'est pas un choix par défaut, c'est un choix de cœur. Si vous vous lancez aujourd'hui, c'est parce que vous rêvez de bâtir des projets dans lesquels vous croyez, que vous voulez devenir votre propre patron, que vous voulez lutter contre le statu quo. Entreprendre, c'est porter des projets de passion qui répondent à des besoins, apportent un progrès, résolvent une difficulté. Le message que je vous porte, c'est que ce gouvernement croit à la liberté d'entreprendre et sait que la régénération indispensable de notre moteur économique, sa capacité à créer de l'emploi, passera forcément par les entreprises et l'énergie des entrepreneurs. Le rôle du gouvernement aujourd'hui, c'est de tout faire pour que vous puissiez développer vos projets et les mener à leur terme. Ces projets sont la source des emplois et de la croissance de demain. Alors, au-delà du mental d'entrepreneur, que je suis sûre vous avez, ce dont vous avez aussi besoin, c'est d'un cadre simple, clair et protecteur. Aujourd'hui, quand bien même la France est le pays d'Europe qui crée le plus d'entreprises, avec près de 600 000 créations d'entreprises en 2017, entreprendre reste complexe. Avec la loi pour la croissance et la transformation des entreprises, la loi Pacte, nous voulons en finir avec les obstacles qui complexifient au quotidien la vie des entreprises, la vie des porteurs de projets et qui freinent leur croissance. Cela commence dès la création, car dès la création, un entrepreneur doit faire face à des obligations multiples et à des règles complexes et des procédures qui sont parfois illisibles. Pour celui qui voudrait se lancer, ce maquis de règles et de démarches peut être intimidant et même décourageant. Les entrepreneurs dépensent une énergie folle pour réaliser des démarches administratives plutôt que de se concentrer à 100% sur leur projet et sur le développement de leur activité. C'est une perte d'efficacité pour l'entreprise et pour l'économie dans son ensemble. Nous avons donc repensé totalement la procédure de création d'entreprise pour la rendre plus rapide, moins coûteuse et plus lisible. Par exemple, aujourd'hui, il existe 7 réseaux de centres de formalité, chacun avec ses procédures propres et une visibilité imparfaite sur les administrations qui interviennent en back-office de ces procédures de création. Nous allons donc créer une seule plateforme en ligne, un guichet unique de la création d'entreprise qui sera à disposition de l'ensemble des réseaux d'accompagnement. Toute la procédure pourra être réalisée en quelques clics et vous pourrez suivre l'état d'avancement de votre création. Nous allons également réduire les coûts à la création en créant un registre général des entreprises pour éviter les doubles immatriculations. Plus de 800 000 entreprises commerciales et artisanales sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés et à la fois au registre des métiers. Ce sont des coûts inutiles que nous supprimons. Au-delà de la création, le pacte simplifie la vie des entreprises à toutes les étapes de leur développement. Quand elles embauchent, quand elles font face à de nouvelles obligations, quand elles cherchent des financements, elles veulent partir à l'exportation ou au moment de la transmission des entreprises. Mais aussi lorsqu'un entrepreneur connaît l'échec, et il faut envisager cette possibilité sans la dramatiser. En France, l'envie d'entreprendre ne se heurte pas seulement à des obstacles administratifs ou techniques, elle se heurte aussi à une véritable peur de l'échec, qui est quelque chose de très français. C'est tout à fait logique car très souvent, lorsqu'on échoue en France, les efforts déployés pour lancer son entreprise, créer sa marque, ouvrir un restaurant, ouvrir un commerce, passent tout simplement par pertes et profits. Et parfois même, on est un peu stigmatisé lorsqu'on a connu l'échec. Cette peur est aggravée dans les faits par des procédures de liquidation judiciaire longues, coûteuses, un fichage Banque de France qui empêche les entrepreneurs en situation d'échec de tourner la page rapidement. Avec la loi Pacte, nous instaurons des mesures concrètes pour faciliter la reprise d'activité et arrêter de stigmatiser ceux qui ont osé entreprendre. Et au lieu de durer plusieurs années, les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel seront clôturées plus rapidement et seront surtout généralisées à davantage d'entreprises.
Pour éviter de stigmatiser les entrepreneurs pendant plusieurs années et les empêcher d'avoir accès au crédit, nous avons supprimé le fichage Banque de France, mis en place après 2 liquidations judiciaires en moins de 5 ans. C'était un fichage qui, dans les faits, empêchait tout simplement les entrepreneurs de reprendre, de redémarrer une activité, de trouver des financements pour se relancer. Donc l'ensemble de ces mesures répondent à un principe qui est qu'il n'est pas grave, qu'il n'est pas dramatique d'échouer. Ce qui est grave, c'est de ne pas réussir à rebondir. C'est grave parce que ça crée des situations personnelles désastreuses, et parce que cela prive notre économie de force créatrice d'activité, d'innovation et d'emploi. Je tiens à vous le rappeler, il est rare qu'un entrepreneur à succès n'ait pas connu l'échec. Les échecs doivent servir de leçon pour rebondir plus vite, plus fort et avec plus de succès. C'est bien d'aider les entrepreneurs à rebondir, de simplifier la création d'entreprises, de lever les entraves à l'embauche et à la croissance des entreprises. Mais nous voulons aussi faire en sorte que notre économie ne soit pas une économie figée, condamnée à suivre le mouvement, à se contenter de rattraper. Nous voulons des entreprises de conquête, pionnières sur leur marché, capables de façonner de nouveaux usages, d'inventer de nouvelles façons de produire, de proposer des services inédits. Bref, nous voulons construire une économie championne de l'innovation. D'abord en fluidifiant, en décloisonnant les relations entre le monde de la recherche et l'entreprise. Ensuite, en rendant le droit des brevets plus souple, plus sûr, mieux adapté aux PME. Et enfin, en permettant des expérimentations dans tous les domaines de l'économie, que ce soit en assouplissant la loi ou en assouplissant les réglementations. Nous avons aujourd'hui, au sein du gouvernement, un guichet ouvert en permanence pour recueillir les idées d'expérimentation déposées par des porteurs de projets qui vont se traduire après par des textes de loi, par des textes réglementaires, avec une gestion prioritaire au sein des services de l'État. Donc nous voulons aussi accompagner ces démarches d'innovation et de simplification. Et enfin, parce que l'État est un acheteur, l'État est un donneur d'ordre, et je sais qu'il peut être important dans certains secteurs de l'économie. Nous faisons levier sur la commande publique. Nous avons supprimé les obligations de mise en concurrence et de tout le formalisme des marchés publics pour les achats innovants qui s'adressent à des PME et qui concernent des marchés de moins de 100 000 €. Donc il s'agit finalement d'une simplification radicale que nous portons par expérimentation sur 3 ans et qui va profiter à tout le vivier des jeunes PME innovantes en France. Donc la ligne que nous défendons est claire, c'est faciliter la création, vous aider à vous relever et vous aider à innover. Je voudrais terminer par une petite citation, puisque nous sommes à Marseille et que ça renvoie à l'Antiquité, et en particulier à l'Antiquité grecque. Et je voulais partager avec vous cette citation d'Euripide, qu'il a écrite à peu près au moment où la ville de Marseille se créait. « Par la force de caractère et l'audace, on parvient à tout. » Donc je vous souhaite de parvenir à tout ce que vous souhaitez entreprendre. Et surtout, bon salon, profitez bien des échanges que vous pourrez avoir sur ces 2 jours. Merci à toutes et à tous et bon salon.